Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame mautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre émission de Parole panafricaniste, nous nous interrogeons. Mali, Tchad, Burkina Faso, vague anti-française, la France-Afrique en perte d'influence, c'est notre grande interrogation. La France dégage non à la colonisation. Nous ne voulons plus de la France au Tchad. Eh bien, mesdames, messieurs, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté le samedi 14 mai dernier à N'Djamena, capitale du Tchad, contre la présence française dans le pays. Des manifestants ont brûlé au moins des drapeaux français de l'ancienne, on parle bien sûr de l'ancienne puissance coloniale, vandalisé plusieurs stations-service, on va le dire ainsi, Total et bien d'autres encore, symbole selon eux de la France. Ils ont également vandalisé le consulat de France du côté de N'Djamena. Eux également sont montés sur un pylône, on va le dire comme ça, le plus haut de la capitale tchadienne, où ils ont hissé le drapeau russe et brûlé des drapeaux français. Il faut préciser par ailleurs, emportant des pompes et emportant également certains produits exposés. Cette manifestation, organisée par la plateforme d'opposition de la société civile Wakit Tama, avait été autorisée par les autorités. Un dispositif policier entourait d'ailleurs le cortège et était déployé dans toute la capitale tchadienne. Il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui le 20 avril précisément 2021, l'armée avait annoncé que le président tchadien Idriss Déby Itno avait été tué au front contre une énième rébellion après 30 ans de pouvoir. Eh bien, le même jour, son fils Mahamat Idriss Déby Itno avait été proclamé par l'armée président de la transition à la tête du pays, composé bien sûr de 15 généraux. Il promettait des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois au terme d'un dialogue avec les oppositions politiques et surtout des armées. La France nous empêche d'être réellement indépendants, déclarent d'ailleurs les manifestants. La France, l'Union européenne et l'Union africaine avaient adoubé le nouveau dirigeant, notamment parce que l'armée tchadienne est indispensable, nous dit-on, dans la guerre contre les djihadistes au Sahel. Les mêmes acteurs sanctionnent pourtant des militaires putschistes en Afrique. C'est le cas par exemple du côté de N'Djamena, sans oublier la Guinée-Conakry et surtout le Burkina Faso. Lors de la marche à N'Djamena, plusieurs élèves et collégiens sur des motos ont rejoint les manifestants et qui déclaraient d'ailleurs en chœur « La France dehors ». Je manifeste parce que la France veut encore nous imposer le système français, tout en nous spoliant, en nous volant, en nous violant également, lançait d'ailleurs un jeune homme dans la rue. Si nous continuons à souffrir aujourd'hui depuis l'indépendance, c'est par la faute de la France qui nous empêche d'être réellement indépendants, disent-ils. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore. Mali, Tchad, Burkina Faso, vague anti-française, la France-Afrique en perte d'influence. Pour nous accompagner et répondre justement à nos questions, je suis Panafricaniste TV encore aujourd'hui. Paul est là, président de African Revival et surtout économiste. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, un plaisir de te retrouver une fois de plus et bonjour à tous tes milliers et certainement très très vite des millions de téléspectateurs sur Panafricaniste TV oui. Qui arrive et je suis disponible et disposé pour que, une fois encore, on débatte sur des sujets d'actualité. Parlant justement d'un sujet d'actualité, vous savez ce qui s'est passé samedi dernier, 14 mai 2022, du côté de N'Djamena. Ils étaient des centaines de milliers de jeunes tchadiens qui sont descendus dans les rues pour demander à la France de dégager. D'ailleurs, ces derniers ont brûlé des drapeaux français et ont hissé sur le plus haut pylône de la capitale tchadienne un drapeau russe. Est-ce un message? Un message très fort, et heureusement qu'on a ce type de message. En réalité, vous vous rendez compte qu'avec l'actualité, depuis au moins un certain temps, depuis au moins plusieurs mois, quelques années même, il y a de façon ostentatoire une manifestation claire des populations qui réclament leur souveraineté, trop longtemps volée, trop longtemps comprimée. Et ce qui se passe au Tchad aujourd'hui s'inscrit en droite ligne d'un vent de liberté qui souffle en Afrique et qui va souffler de plus en plus fort.
Vous avez parlé de la Centrafrique, vous avez parlé du Mali, vous avez parlé de Guinée-Conakry, de Burkina Faso et maintenant le Tchad. Ça ne peut plus s'arrêter. Tel que c'est parti, la liberté, l'horloge de la liberté de l'Afrique est en train de tourner et elle est irréversible. Et donc, nos dirigeants ne peuvent que prendre acte. Oui. Il s'impose qu'ils prennent acte de ce qu'il est impératif pour eux, dans leur intérêt, mais dans celui également de leur peuple, qu'ils prennent fait et cause pour ce peuple-là, au détriment de leurs intérêts personnels, que malheureusement certains encore chérissent un peu trop, Oui. avec justement en corollaire les intérêts des puissances coloniales et en première ligne la France. Donc, ce qui se passe au Tchad actuellement est juste dans la continuité d'une révolution africaine, du fait justement du travail que les panafricanistes de par le monde mènent, comme vous avec cette émission et comme d'autres, parce que le travail d'éveil des consciences qui est fait par des canaux comme le vôtre est extrêmement important, parce que, voyez-vous, moi j'ai des gens qui écrivent, qui m'écrivent, chacun de nous a des gens qui leur écrivent, Oui. pour dire vraiment ce que je vous vois faire m'inspire. Ce que j'entends dire m'inspire. Telle émission m'a inspiré. Vous comprenez qu'il y a réellement une action Oui. qui est menée et qui impacte positivement la dynamique de changement. Et ce n'est pas prêt à changer parce que justement les rangs des panafricanistes grossissent et donc continuent donc d'influencer dans le bon sens cette jeunesse-là, qui n'est pas la jeunesse d'il y a 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que chacun a fait sa part à son époque. Et aujourd'hui, je peux vous dire, mon cher Steve, que la jeunesse africaine est arrivée à un niveau d'éveil de conscience où il ne sera plus possible de faire marche arrière par rapport à la revendication légitime de liberté et de souveraineté qu'elle a engagée. Je prends justement le cas du drapeau russe qui a été ici sur le plus long et le plus haut pylône d'ailleurs de N'Djamena. Est-ce aujourd'hui que les peuples, pour ne pas dire les Tchadiens, appellent tout simplement la Russie au secours? Alors, il faut, au-delà des analyses hâtives et fantaisistes qui prétendent que le fait d'aller vers la Russie, c'est de partir d'un maître pour un autre. Oui. Il faut dire que ce sont des analyses de mauvaise foi. Tout simplement parce que les Africains d'aujourd'hui, je le dis encore, ne sont pas les Africains d'il y a 50 ans qui auraient pu, même légitimement, croire à la sincérité des indépendances, des pseudo-indépendances qu'on nous a servi. Mais aujourd'hui, 50, 60 ans après, cette jeunesse africaine a eu le temps d'observer. Et il faut dire que l'observation mène justement à quoi? Aux enjeux géopolitiques et géostratégiques. Aujourd'hui, aucun pays ne pouvant prétendre vivre en autarcie, nous sommes contraints, et c'est tant mieux, pour la communauté en termes de dimension économique, sociale, sociétale, politique. On ne peut pas vivre en autarcie et donc on est donc amené à coopérer avec des partenaires extérieurs. Et quand vous regardez la situation géostratégique et géopolitique du monde, vous avez deux grands blocs, deux grandes tendances, même si on nous fait croire qu'en 89, avec la chute du mur de Berlin, en 91, avec la dislocation de l'ancienne URSS, que la guerre froide est terminée. En réalité, même si ça ne s'appelle plus guerre froide, il y a toujours deux grandes tendances. Vous avez d'un côté le bloc de l'Ouest, représenté donc par les États-Unis, et la fallacieuse et le prétentieux et grotesque concept de communauté internationale, qui est dans une logique de pérennisation de l'impérialisme occidental par le truchement de toutes sortes d'organisations mafieuses comme le FMI, la Banque mondiale et toutes les autres, qui asservissent les peuples et qui ont pour seul modèle, je dis bien pour seul modèle de prospérité, de développement et de survie, la prédation. Voilà le seul langage que ces gens connaissent, la rapine, la prédation
et le meurtre. Voilà le seul modèle que ces gens connaissent, que le système impérialiste occidental connaît. Mais ce n'est pas moi qui vais vous rappeler tous les faits historiques qui sont éloquents. Vous voulez qu'on parle de quoi? De la guerre des 100 ans, fratricide, qu'on parle de la guerre des 30 ans, qu'on parle de la guerre des 7 ans, qu'on parle de la première, de la seconde guerre mondiale, qu'on parle de l'esclavage, de la colonisation, du massacre des Amérindiens. Mais toute l'histoire de l'Europe et de l'Occident ensuite est jonchée de cadavres, de sang et de rapines. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe avec l'OTAN, prétendument un organisme de préservation de la sécurité des pays européens, mais vous voyez que ce n'est que du sang, ce n'est que de la violence. On parle de plusieurs dizaines de millions de morts en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Libye, et j'en passe. Donc, voilà en Syrie, voilà le modèle que ces gens qui veulent nous donner des leçons des droits de l'homme, voilà leur modèle de survie. Alors, vous avez donc ce bloc-là. Vous avez un autre bloc avec qui l'Afrique n'a pas de contentieux historique en termes de prédation, en termes de vol, de viol et de meurtre. Oui. C'est donc la Russie, la Chine, l'Inde et tous ces pays-là. Mais écoutez, mon cher Steve, j'aime bien cette petite formule. À moins d'être fou ou masochiste, oui, vous ne restez pas dans une relation où depuis le début et sans interruption, on vous viole, on vous vole, on vous humilie, on vous mutile. Vous partez en courant avant de chercher à savoir si c'est pire ailleurs. Et ça ne peut pas être pire ailleurs quand on a déjà connu le pire. C'est aussi simple que ça. L'Afrique, c'est des siècles de spoliation, de meurtres, de viols, de rapines. Vous connaissez le nombre d'objets culturels et culturels africains qui se trouvent dans les musées occidentaux où il faut payer 12-15 euros. Oui. Ça se compte par dizaines de milliers. Pendant que, à l'époque de la colonisation et l'esclavage, on nous disait que c'était des objets maléfiques. Voilà le modèle occidental qui aujourd'hui nous parle du centre de l'art. Mais l'art avec des objets pillés, volés, et vous êtes fiers de les exhiber. Mais voilà le modèle. Vous voulez parler de quel système? Un système de prévarication par le truchement de la dette. Oui. Aujourd'hui, la dette, avec les institutions prévaricatrices que sont le FMI et la Banque mondiale, c'est le pire instrument d'asservissement des peuples. Mais voilà le modèle, et c'est du vol pur et simple. Vous avez vu comment, dans cette guerre ukrainienne, avec la crise ukrainienne, soi-disant pour sanctionner la Russie, plus de la moitié de ses réserves ont été gelées. Des centaines de milliards d'euros. Vous vous rendez compte que ces gens, et c'est du vol pur et simple, ça ne sera pas d'autre nom, c'est du vol. Puisque les réserves de change, c'est le fruit de votre commerce extérieur. Et qui nécessite, tout travail nécessite rémunération. Mais on vous les retient, soi-disant parce que vous voulez préserver votre sécurité, donc votre souveraineté. Voilà donc le bloc occidental. À côté, vous avez donc les autres. Il n'y a pas à réfléchir, mon cher Steve. Il n'y a pas à réfléchir. Il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il s'agit de quitter la mort pour la vie. Parce qu'après la mort, il s'agit qu'il n'y a pas une mort pire que la mort. Donc, ce que les Tchadiens font en brandissant le drapeau russe, comme d'autres, d'autres pays africains, d'autres populations, ce n'est pas de dire on veut changer de maître. C'est de dire que dans la configuration géostratégique et géopolitique du monde actuel, on ne peut que quitter un bloc pour un autre. Non plus pour se soumettre, mais fort de ce que nous avons vécu comme expérience malheureuse avec les prévaricateurs occidentaux, nous sommes désormais suffisamment aguerris pour sortir de l'esclavage multiséculaire pour un nouvel horizon et redéfinir donc nos intérêts et nos contrats et notre coopération au mieux de nos intérêts. Voilà. Donc oui, brandir le drapeau russe, c'est pour dire on en a marre de ce bloc de pilleurs, on veut aller voir ailleurs. Et pour l'instant, l'ailleurs, là, le seul ailleurs actuellement en termes d'accompagnement militaire, de puissance économique,
de représentation. Je vous rappelle que le bloc dont on parle, c'est le bloc le plus prometteur en termes de prospérité à l'avenir. Parce qu'il représente plus de la moitié de l'humanité. L'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil, et si vous ajoutez les pays africains. Mais attendez, c'est là. Mais vous voulez rester avec un groupuscule de bandits au détriment de la promesse pour l'avenir qui représente l'essentiel de la population mondiale. Ça n'a juste pas de sens. Oui, l'Afrique doit assumer. Laissons le jeu diplomatique aux politiciens. Nous, en tant que peuple, on dit que prendre position pour la Russie, c'est un impératif pour l'Afrique. Un impératif catégorique. Jusqu'à preuve de contraire, sur le continent africain, ça fait déjà presque 2 ou 3 ans aujourd'hui, il y a des marches, on le dit comme ça, contre la France. C'est le cas par exemple au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Guinée-Conakry, sans oublier le Tchad, bien sûr le Mali. Jusqu'à preuve de contraire, pour bon nombre d'Africains, depuis samedi, ils disent « la France ne comprend toujours rien ». Pourquoi? Non, c'est pas que... Enfin, je souris parce que c'est pas que la France ne comprend pas. Mais quand on est bandit, par essence, quand on est voleur, quand on est meurtrier, mais vous allez demander aux meurtriers, aux voleurs, aux violeurs, qui vit de sa rapine et de son viol et de ses assassinats, qui vit de ça, qui survit grâce à ça, c'est-à-dire tel un vampire qui se nourrit du sang des autres. Vous allez lui dire, arrête ça, vraiment, faut comprendre que ce n'est pas bien. Mais attendez, vous rigolez. Il est dans son rôle, la France est dans son rôle de prédateur. Et il n'y a pas, besoin de lui faire entendre raison. L'intelligence de l'establishment français a eu des limites. N'a pas seulement des limites, n'a jamais existé. D'un point de vue des rapports humains. Mais attendez, quand vous voyez un prévaricateur, un violeur, un assassin, qui vit de ça, vous allez demander de réfléchir que, attends, vous le faites la mort, c'est pas très bien, parce que quand il vit de ça. C'est exactement le cas de la France, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas à chercher à lui faire entendre raison, elle n'entendra rien de toute façon. Ce sont des gens qui sont butés, ce sont des gens qui sont tellement aveuglés par leur obsession prédatrice que la seule chose qu'ils peuvent comprendre, c'est le langage de la violence. Et la violence, ce n'est pas forcément d'aller leur couper les têtes. La violence, c'est ce qu'on voit là. La violence, c'est d'abord se faire violence, nous en tant que peuple africain, en disant on ne peut plus rester comme ça, à croiser les bras. On se fait violence en disant stop à ce système de bandits, de voyous qu'on a subi depuis trop longtemps. Et c'est de manifester comme ces vaillantes populations tchadiennes l'ont fait, et d'autres vont suivre. C'est de manifester et de dire d'abord à l'endroit de nos dirigeants, d'abord. Oui. Parce qu'en réalité, il n'y a rien à négocier avec la France. Il n'y a pas à leur dire, bon, écoutez quand même, c'est pour ça que le ridicule sommet de Montpellier, c'était une mascarade grotesque. Et j'avais d'ailleurs pris position à l'époque, j'avais écrit dessus. C'est une bêtise qui n'a pas de nom. Et ceux qui sont prêtés au jeu sont des clowns. Mais tout simplement parce que tu ne vas pas dire, l'antilope ne va pas dire au lion, bon mon frère, tu vois pas que tu me brutalises déjà un peu trop. Mais le lion, c'est son rôle de chasser l'antilope. Mais vous avez des Africains, soi-disant intellectuels, qui se sont prêtés à ce jeu grotesque et qui sont allés, qui ont dit oui, il faut aller négocier avec la France parce que ça, vraiment, on trouve qu'ils nous appuient un peu trop le coup. Il faut qu'ils appuient toujours, mais pas plus, pas trop. Comme ça, voilà. Et ils disent que c'est pour l'Afrique qu'ils sont partis, alors qu'en réalité, c'était pour leurs propres intérêts personnels. Donc, il n'y a pas de négociation à faire. Il y a un message fort à faire passer par le travail salutaire que des gens comme toi font à travers la conscientisation des masses et par des actions de terrain qui montrent que, parce que ce sont ces interventions de terrain, mon cher Steve, qui sont le révélateur de la prise de conscience de ce que vous faites tous les jours ici. Oui. On est d'accord. Mais attendez, si tous les jours vous faites ces émissions édifiantes, conscientisantes et le reste, et que 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens sont chez eux, ils vous écrivent souvent, c'était bien, c'était intéressant ce que vous avez dit là, ah vraiment courage, c'est qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème. Mais quand vous voyez la manifestation palpable, matérielle, sur le terrain, des populations qui sortent, je peux vous dire que ça vient de cet éveil de conscience et à la fin du compte, vous ne pouvez qu'avoir la liberté de...
Parlons justement des autorités tchadiennes, parce que les manifestants de samedi dernier l'ont très bien souligné. Ils ne comprennent pas comment, jusqu'à preuve de contraire, les autorités tchadiennes ne sont pas menacées, comme c'est le cas par exemple des autorités maliennes, burkinabé ou encore de Guinée-Conakry. Jusqu'à preuve de contraire, ils se disent c'est la France qui a pris l'initiative d'installer Mahamat Idriss Déby. Et eux, ils disent ils n'en veulent pas. C'est la lecture que moi je me suis faite depuis le début. Évidemment que personne n'ayant la science infuse, j'avais même dit sur des plateaux que c'est sous réserve de me tromper. Mais d'emblée, j'avais déjà dit que c'était un adoubement de la France, du fils Déby. Bon, d'autres ont eu d'autres lectures. On n'est pas là pour plébisciter la pensée unique. La richesse vient des avis divers et même divergents. Et donc, moi, dès le départ, j'avais dit, cette histoire-là, je ne la sens pas. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que justement, c'est deux poids, deux mesures. C'est le double langage français, la duplicité, telle que seuls les Français, et en tout cas son establishment et ses autorités savent le faire. De dire d'un côté, on condamne, on appelle des putschistes, on les appelle la junte militaire, on dit qu'ils sont illégaux dans certains pays. Et d'un autre côté, au Tchad, le président français se déplace. Il n'envoie pas un émissaire, il se déplace. Il arrive et il adoube le fils. C'est-à-dire que tout va bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a rien à voir, circuler. Mais attendez, c'est-à-dire qu'il faut insulter les intelligences du monde, des Africains, oui, pour laisser passer ça et ne pas voir que vraiment il y a un grossier mensonge, une grossière manipulation. Et donc, oui, je pense encore, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas la science infuse, je pense encore que, sauf retournement de... On se souvient très bien... On se souvient très bien du parcours du père, Idriss Déby. Oui. On sait bien qu'au départ, il a été phagocyté par la France et vers la fin, ce qui lui a valu son assassinat, j'assume. Son assassinat, ce n'est pas des histoires que c'était sur le champ de bataille, ça c'est des conneries. Ce qui lui a valu son assassinat, c'est que justement, de façon ouverte, il s'opposait déjà au système de prévarication occidentale. Il s'est opposé ouvertement au franc CFA. Il a dit dans des allocutions officielles, dans des discours officiels, que le terrorisme, on sait par qui il est financé. Il ne s'en cachait plus. Et curieusement, on se souvient également de son doigt pointé vers la France quand les journalistes de ces chaînes de propagande mensongère l'interviewaient, où il a dit sur sa longévité et sa reconduction après un énième mandat. Voilà, que c'est la France qui a mandaté un constitutionnaliste. Voilà, et la France, Paris, donc l'establishment français, déteste la délation. Il déteste qu'on les trahisse, qu'on trahisse les petits secrets, et il l'a payé cash. Donc, évidemment, pour moi, il me paraît encore évident que les actions des Tchadiens, des populations tchadiennes, s'inscrivent dans la logique de ce qu'ils voient éventuellement un pion de la France qui est à la tête de l'État. Mais moi, je ne désespère pas de ce que cette pression populaire puisse permettre qu'il retourne sa veste, dans le bon sens. Mais... Pourra-t-il, d'ailleurs? Alors ça, je ne suis pas Dieu, je ne pourrais pas dire. Mais en réalité, on peut toujours. Oui. Mais son père l'a fait. Son père ou son oncle, en tout cas son parent l'a fait, Idriss Déby Itno l'a fait. Mais ce n'est pas impossible. Il y a eu d'autres cas, des gens qui, à un moment donné... ont eu le déclic. Oui, ont eu le déclic. Ce n'est pas exclu, mais je ne peux pas jurer que ça va se faire. Mais il a intérêt parce que il est jeune, il est d'une autre génération, il n'a donc pas le formatage psychologique qu'on peut, de façon légitime, prêter à nos pères. Vous voyez? Donc, on peut penser que l'appel des populations tchadiennes, qui sont essentiellement jeunes, puisse l'interpeller, puisse le toucher et l'amener à de meilleurs sentiments. Mais, telles que les choses ont été organisées, pour moi, il reste établi, selon mes éléments, que l'actuel président du Tchad a été adoubé par la France, dans la manière, dans la forme dont les choses se sont faites, les deux poids, deux mesures, par rapport à d'autres pays africains. Et donc, il est de bon ton que les Tchadiens
tout aussi épris de liberté que les Maliens, les Centrafricains, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais et tous les pays de la zone CEMAC et même au-delà, il est de bon ton donc qu'ils expriment leur ras-le-bol d'un système de prévarication qu'est celui de la France-Afrique. Pendant ce temps, depuis samedi dernier, il faut quand même préciser que les médias mainstream, surtout les médias français, déclarent haut et fort qu'ils ne comprennent pas comment la manifestation de samedi a été encadrée par la police, mais que la police n'est pas empêchée justement, on va le dire ainsi, à ces manifestants de casser, on va le dire, des stations-service, le consulat et sans oublier de brûler les drapeaux français. Il faut que ces médias français se souviennent qu'on n'est pas obligé de faire subir à nos manifestants ce qu'ils ont fait subir aux Gilets jaunes, avec des yeux percés, avec des bras cassés. On n'est pas obligé de les suivre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'illusion, le fantasme que ce qu'ils font, c'est le modèle. C'est-à-dire qu'il faut... Mais c'est quand même curieux et paradoxal parce que ce sont eux encore, ces médias de propagande occidentaux, qui condamnent lorsqu'il y a des manifestations et que nos dirigeants les répriment. À un moment donné, il faut savoir ce qu'ils veulent. Et c'est bon signe. Et ça, c'est quelque chose que tu me rappelles et tu me mets la puce à l'oreille parce que je n'avais pas perçu cet aspect de la chose. C'est très bon signe, effectivement, que d'abord que la manifestation ait été autorisée, et les deux, qu'elle ait été encadrée sans intervention de l'armée. Ça veut peut-être dire quelque chose. Or, on sait de qui dépend l'armée, du dirigeant suprême, et allez savoir. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, je reste ouvert à l'espoir de ce que le monsieur nous surprenne. Malgré la lecture que j'ai, les mouvements qui se passent aujourd'hui en Afrique sont dans le sens de nous conforter à l'idée de ce que même les dirigeants les plus soumis, vous voyez par exemple le Sénégal avec Macky Sall, qui s'est abstenu de voter à la résolution du 2 mars dernier à l'ONU. Ça peut être considéré comme du menu fretin, mais c'est évocateur. C'est pour dire en réalité qu'ils ont toujours une ressource en termes de volonté pour faire le salto arrière, c'est-à-dire que pour changer de... Et je vous rappelle, mon cher Steve, que justement dans la foulée, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette correspondance, il y a une correspondance qui m'est parvenue il y a peut-être 2 ou 3 jours, de la société civile gabonaise qui engage des manifestations contre les bases militaires au Gabon. Justement. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui est réellement en train de se passer et vraiment c'est le chemin. Est-ce que ce vent va se poursuivre justement, parce que souvent les panafricanistes l'ont surnommé l'armatan noir, est-ce que ce vent va se poursuivre dans les jours, des semaines, des années à venir? Ma réponse sera en un seul mot. Inéluctablement. Un deuxième mot, irréversiblement. Un troisième mot, indubitablement. Merci beaucoup pour d'avoir été des nôtres. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole au panafricanisme sur Panafricanisme TV. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne. Le meilleur est à venir.